Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'accueille aujourd'hui Estelle, mon amie Estelle, chère à mon cœur, qui est astrologue et thérapeute d'obsidienne. Ouais. Voilà, et donc aujourd'hui elle est là pour nous parler à la fois de son parcours et de ses outils, de tout ce qu'elle propose pour nous permettre de reconnecter à notre véritable nature, nous permettre de reconnecter à notre joie et à l'amour de soi. Voilà, c'est un peu le fil directeur de notre entretien aujourd'hui. Alors, Estelle, j'ai envie que tu nous parles de ton parcours, de comment t'en es arrivée là, des événements qui ont fait que tu es là aujourd'hui à nous proposer toutes ces belles choses comme l'astrologie, la thérapie d'obsidienne. Merci déjà Valérie de m'avoir invitée et bienvenue à tous. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir vous dire ce qui me vient depuis mon cœur et effectivement de répondre à ces questions. Alors, il faut savoir que moi, depuis l'enfance, vraiment, tout ce qui est un peu ésotérique, spirituel, ça m'a toujours motivée, inspirée. Le premier livre d'astrologie, c'est un peu l'anecdote que je raconte. Il m'est tombé dans les mains quand j'avais 8 ans et depuis, c'est vraiment une passion qui ne m'a jamais quittée. Alors évidemment, quand on est enfant, on n'a pas la perception de la vie, des astres, de ce lien au plus grand que soi et au monde qu'on vit à la même hauteur que quand on en a 40, 50. Mais quand même, ça m'avait déjà énormément intriguée. Et ce qui fait que depuis cet âge-là, est-ce que c'était avant, je n'ai pas plus de souvenirs, mais en Mhm. tout cas depuis cet âge-là, j'ai été dans une recherche constante avec des questions existentielles, avec vraiment cette appétence à essayer de contacter, de connecter avec ce qui est invisible, avec ce qu'on ne voit pas, mais qui pour moi était vraiment présent. Ça, c'était une évidence. Donc tout le long de mes études, collège, lycée, je me Mhm. suis formée toute seule, hein, à tirer les cartes, je faisais le pendule. Donc j'avais mon petit monde secret un peu dans ma chambre où je faisais toutes ces choses-là que je ramenais un peu au lycée. Je tirais les cartes aux pionnes, à mes copines. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement naturel. Et c'est que maintenant que je me rends compte que ce n'était pas du tout usuel. Mhm. Et en tout cas, ça m'a suivi. Même à 14 ans, j'imaginais être déjà astrologue. Mhm. Et puis, bon, évidemment, on ne peut pas être astrologue si jeune. Il faut Mhm. vraiment avoir vécu ce que c'est que les cycles de la vie, avoir expérimenté des choses pour mieux comprendre à quel point les planètes viennent agir et nous soutenir parfois, nous donner des défis à d'autres moments. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc, j'ai été dans le milieu artistique. Je suis artiste aussi. Je suis Mhm. chanteuse et comédienne. Et puis, en parallèle, j'ai continué à faire un travail sur moi, à, à m'intéresser à un tas de techniques diverses et variées. Je fais aussi beaucoup de chamanisme parce que ça m'a beaucoup appelée. On est toujours dans cette recherche, dans ces univers, dans ces autres mondes, hein. On appelle Ouais. en chamanisme, on dit qu'il y a 3 mondes, le monde d'en Mhm. bas, le monde du Mhm. milieu, le monde d'en Mhm. haut. Voilà, dans d'autres cultures ou dans d'autres techniques, ça s'appellera autrement, mais je pense que en fait, c'est des choses qui se rejoignent, qui ont juste des appellations Mhm. différentes et qui permettent de se reconnecter en profondeur à nous-mêmes. Et je pense que c'était ça que mon âme cherchait et que très tôt elle est venue comme ça exprimer. Ouais. Moi, je sais que je ressens les choses de façon extrêmement organique. Donc, il y avait quelque chose qui d'ailleurs se voit dans mon thème qui m'amenait vers l'artistique. J'ai vraiment un thème très axé artistique, mais aussi très spirituel. Et donc, dans ma première partie de vie, j'ai envie de dire, j'ai expérimenté à fond l'artistique, qui est en moi et qui n'en partira jamais malgré Mhm. tout. Mais maintenant, avec de la sagesse, avec de l'observation de moi-même, du monde, eh bien voilà, la porte s'ouvre pour que je puisse faire ce qui m'était déjà venu à 14 ans, quoi, être astrologue. Mhm. C'était quand même pas très très commun comme idée de métier. J'avais déjà cette idée-là, et bien maintenant, je le vis. Voilà. C'était le temps nécessaire à mon âme, à aussi mon être humain, tout simplement, pour pouvoir se connecter à ces choses-là, pour pouvoir aussi, finalement, redonner au monde tout ce qui m'a traversé pendant toutes ces années,
toutes ces techniques que j'ai accumulées, ces outils. Et maintenant, bah oui, j'ai 2 colonnes vertébrales qui sont l'astrologie et la thérapie d'obsidienne, qui est une technique qui est beaucoup utilisée au Mexique. C'est une Mexicaine qui a mis ça en place, qui est un travail jungien, parce qu'on vient vraiment travailler sur les archétypes. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en astrologie aussi, finalement, on est dans le symbole, on est dans l'image, dans les archétypes qui peuvent venir nous amener à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ces 2 outils qui sont quand même des outils de connaissance, et que cette connaissance de soi, pour moi, amène à un rayonnement intérieur et à nous connecter justement à cette joie, à nous connecter à la confiance, à nous connecter à toutes ces zones qui sont extrêmement utiles, qui sont un pilier intérieur euh, sur lesquels on est tout le temps testé par la société, par la famille, par le monde dans lequel on vit, par notre incarnation sur cette terre. Et qu'effectivement, pour moi, c'est ça qui est un des enjeux principaux, c'est de se connaître. On a la célèbre phrase « connais-toi toi-même » et la suite, c'est « et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je crois que c'est à peu près ça, j'espère que j'ai bien dit. Et c'est exactement mon cheval de bataille, quoi. J'ai envie de dire que je pense que c'est parti de ce besoin de me connaître réellement. Même si je suis passée par beaucoup d'illusions. Je crois quand je refais mon parcours, même à des moments où j'étais déjà dans ce travail-là, bon, parce que il faut que ça se fasse, quoi. Ouais, c'est le chemin. C'est le chemin. Mais ouais, c'est le chemin. Passer par ces illusions, comme tu dis. Ces moments où on a l'impression d'être nous, mais en fait, non, on ne l'est pas vraiment. On s'en rencontre après. Et puis au fur et à mesure, on enlève des couches d'oignons, et je suis sûre que j'en ai encore plein à enlever. Mais en tout cas, comme c'est quelque chose qui, moi, me parle et me motive, c'est ok, j'accueille ce qui est. Et toujours avec cette joie d'avancer et cette joie de pouvoir aussi créer la vie que je veux, d'une certaine façon. Moi, je suis vraiment persuadée que plus on se connaît, plus on est en lien avec notre âme, plus on peut prendre le bon chemin qui est là pour nous, et plus du coup, voilà, il y a ce qu'on appelle les synchronicités, les choses se mettent en place de la manière la plus juste qui peut être, et voilà, d'avoir cette gratitude aussi pour la vie. Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut être créateur de sa vie quand on est régi par notre thème astral, tu vois? Comment s'affranchir? Est-ce qu'on s'en affranchit vraiment? Est-ce qu'on a vraiment notre libre arbitre? C'est quand même peut-être un vrai questionnement qu'on peut avoir, qui n'était pas prévu, oui, mais voilà, qu'on peut avoir sur l'astrologie. Et puis après, j'aurais une autre question, enfin en tout cas un partage par rapport aux archétypes et à cette connaissance de soi qui fait que... Donc là, c'est parce que moi, j'ai vécu la thérapie d'obsidienne avec Estelle, donc je le recommande. Et c'est, quand on en parle, je me rends compte de quelque chose par rapport aux femmes, notamment, puisque c'est à destination des femmes. Donc, on en parlera après. Je le mets là pour qu'on y pense après. Ouais, ok, super. Alors, première question, effectivement, le thème natal. J'ai envie de dire, on n'est pas dans un système de divination ni de déterminisme avec un thème. Il y a eu une période, oui, avant, dans ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, parce qu'il y a différentes façons, en fait, de regarder le thème, et donc il y a différentes astrologies. Il y avait quelque chose d'un petit peu fatidique, voilà. Ouais. Il y avait tel type de placement, forcément, ça allait amener de la dépravation, ou des grands malheurs, ou jamais tu seras toujours dans la pauvreté. Enfin, il y avait quelque chose d'assez déterministe. Sauf que, en fait, un thème, ça évolue. Ça évolue avec les planètes qui viennent ici. Ouais. Donc on a des potentialités qui sont là, mais on va les développer ou pas selon notre là où on est. On sait pas, on va pas développer les mêmes choses si on est en France et si on est au Bangladesh. Ouais. A priori, quelle est la structure sociétale, quelle est la structure familiale, et tout ça, ça va vraiment amener toutes les potentialités du thème. Quel est notre niveau de conscience? Donc, il y a une espèce de chose, moi je dis souvent, en fait, les astres proposent et l'homme dispose. Mais après, quelqu'un qui est un grand timide, il va pas se mettre tout à coup à devenir ce qu'il n'est pas. Mais il va peut-être falloir que s'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là, attention, à pas trop se renfermer, à pas trop être
On peut être en introspection, mais attention, bah, il y aura peut-être des petits pas à faire pour que cette timidité ne joue pas contre la personne. Mais ça restera quelqu'un qui va être plus effacé que quelqu'un qui va être grandiloquent, qui a besoin de parler. C'est pareil, quelqu'un qui a tout le temps besoin de parler, etc. On va pas le mettre dans un coin et il va pas du jour au lendemain. Donc il y a quand même des tendances. Il y a des tendances, ouais. Pour moi, des tendances, des potentialités qui vont être plus ou moins développées, qui peuvent être, bah, c'est de l'alchimisation. On vient faire de l'alchimie, en fait, constamment intérieure. Et plus on en a conscience de ses failles, de ses blessures, plus on en prend conscience, plus on est capable de jouer avec. C'est un peu comme les blessures. On dit souvent, même par rapport au pardon, enfin voilà, ces questions-là, c'est pas d'oublier ce qui s'est passé, parce que la cicatrice, elle est là. Mais on amène un peu de baume et c'est d'arrêter d'aller trifouiller cette cicatrice. Ou c'est aussi tout ce processus de connaissance de soi, d'accepter qu'on n'est pas parfait, que la vie n'est pas parfaite. Et là, on a la notion du kintsugi japonais, ces céramiques qui sont brisées et qu'on reconstitue avec du fil d'or et qui va créer notre unicité, notre singularité. Donc il y a ces choses-là. Et comme moi, je pense réellement que je crois à l'âme, je crois à la réincarnation, qu'on est ici pour une raison particulière, on vient travailler aussi des choses qu'on peut appeler karmiques. Et qu'il faut passer par ces choses-là. Et que du coup, oui, peut-être qu'il y a certaines choses, mais c'est pas... C'est surtout qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, moi j'ai en tête un témoignage justement, et il y a les révolutions des planètes qui, quand elles repassent dans ton ciel, peuvent faire certains... Et c'est pour ça qu'il y a des étapes de vie, et c'est les mêmes pour tous, parce qu'en fait, les planètes, elles ont 9 ans, 7 ans, enfin je sais plus, voilà, de révolution. Et il y a des cycles, et du coup, à chaque fois, moi quand j'avais eu cette lecture-là, j'avais écouté une conférence, et où la personne nous disait, ben voilà, à tel âge, très certainement, il y en a un, tel âge, tel âge, tel âge, et en fait, on se dit, mais c'est dingue, mais oui, à 1 ou 2 ans près, parce que voilà, mais... Ben, il y a quand même du coup là une forme de, alors pas de déterminisme, mais c'est quand même... c'est des moments charnières. Voilà, des moments charnières qui à chaque fois sont quand même plus ou moins des épreuves ou des grandes joies, mais souvent, voilà. Ouais, c'est un peu à chaque fois, ok, à tel âge, t'en es où là Et là, on voit ce qui se passe. Et comme tu le disais, il y a ce qu'on appelle des cycles génériques en astrologie, c'est-à-dire ce qui correspond à tout le monde. Moi, je parle très, très régulièrement parce que c'est très significatif de la crise de la quarantaine, qui peut se situer pas qu'à 40 ans pile, vers 42, 43, tout dépend. C'est Uranus, la planète Uranus, qui, le jour de votre naissance, est à un endroit, dans un signe, Lion, Balance, Taureau, peu importe, et qui une quarantaine d'années après, a fait son petit parcours dans le zodiaque et arrive pile en face sur le signe opposé. C'est ce qu'on appelle une opposition. Et cette chose-là, ça vient activer ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, où là, c'est un peu, ok, t'as déjà fait ce petit parcours de vie-là, t'en es où? Et comme Uranus, c'est la planète de la révolte, de la rébellion, mais aussi de l'individuation, de comment je m'extirpe des dictats de la société, de la famille, comment je vais vers le vrai moi. C'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment ce travail-là, dont parle d'ailleurs Jung aussi, d'une autre façon. J'en suis où, quoi? C'est le petit bilan. Donc parfois, on est à côté de nos pompes. Et là, ça est... on quitte femme et enfant, on quitte le boulot, on a une grosse maladie qui se déclare, enfin voilà, il y a vraiment des gros événements qui peuvent se passer, mais si quand même, avant, parce qu'il y a d'autres prémices, il y a d'autres cycles, les nœuds lunaires, etc., tu as quand même déjà un peu écouté quand même les petits appels de ton âme, que tu as déjà fait des choix pour toi et pas pour les autres, c'est moins difficile. C'est moins difficile. Et puis, ça dépendra où est-ce que ça se situe dans ton thème. On a ce qu'on appelle les maisons, qui sont les champs d'expérience. Donc, il y a la maison qui est en lien à la famille, la maison qui est en lien au couple, au travail, à soi-même. Voilà, donc ça aussi, ça va venir colorer. C'est des couches de couleurs qui se mélangent et qui vont faire que ça sera quand même pas exactement comme l'autre. Et à ça, on a des cycles plus personnels, comme la révolution solaire, c'est notre soleil, et c'est pas le soleil du voisin. Mais ça va nous indiquer des choses. Et c'est pour ça que je dis que finalement, il n'y a rien qui soit
insurmontable dans un thème. Et qu'au contraire, les lieux où ça semble être même des grandes souffrances, quand on va voir un astéroïde qui s'appelle, on dit planétoïde ou astéroïde, il y a différentes personnes, bon bref, il y a différentes appellations, mais Chiron, qui est le guérisseur blessé par rapport à la mythologie grecque, où il a reçu une flèche dans la jambe, mais c'est un demi-dieu, une flèche empoisonnée, donc il ne peut pas mourir, donc il est blessé à vie, et que c'est un grand érudit, Chiron, il enseigne à tous les autres dieux, en histoire, en astrologie, en astronomie, en musique, etc. Donc c'est un lieu où on a une espèce de blessure éternelle, blessure d'abandon, blessure... voilà, ça rejoint un peu les grosses blessures qu'on peut voir, de l'âme. Mais c'est aussi un lieu qui peut être un levier pour devenir le maître dans cette blessure et être capable de soutenir les autres à dépasser cette blessure. Une fois qu'on en a pris conscience, qu'on a fait le travail nécessaire pour, on devient très fort là-dedans et on peut aider les autres. Ça peut être un lieu. Donc il y a plein d'espaces comme ça qui peut-être dans une première partie de vie peuvent sembler lourds, difficiles à porter. Je veux dire, il y a des personnes qui arrivent dans cette vie, pas dans des conditions extraordinaires, mais c'est encore une fois le qu'est-ce que j'en fais. Donc il peut y avoir des rencontres qui aident, bien sûr, il y a des choses qui vont venir aider, soutenir, et après c'est le niveau de conscience de la personne qui va faire que soit elle va continuer à se buter dans le mur et peut-être qu'une vie suivante elle devra bis repetitas réexpérimenter la même chose jusqu'au moment où on arrive à alchimiser, à dépasser. Plus ou moins, c'est pas que tout à coup ça se dépasse et qu'il n'y a plus rien. Peut-être que c'est comme Chiron, ça sera peut-être toujours une blessure qui sera en sous-couche à l'intérieur de nous, mais qui sera de moins en moins vive et qui sera le terreau d'une capacité à soutenir aussi l'autre et une des choses pour lesquelles on est venu aussi s'incarner. Donc c'est vraiment, enfin moi, depuis que je t'écoute parler, depuis qu'on se connaît, l'astrologie, je trouve ça passionnant parce que c'est... Et puis enfin voilà, Nostradamus, lui, faisait des prophéties par rapport... Donc il y a quand même quelque chose de... qui peut être divinatoire et voilà, prophétique, et en même temps, quand on connaît, on peut se dire, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, et c'est ça que j'aime bien dans les thèmes que tu nous proposes, parce que du coup on se dit, bon, alors ok, là, cette année, par exemple, je vais faire attention à ça, où il y a ça comme justement force, et donc autant m'en saisir plutôt que de rester sur mon canapé, par exemple. Voilà. Ouais, donc exactement. Alors oui, Nostradamus, lui, il a fait des prophéties, et effectivement, si ça se joint, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'intuition, de choses que quand on commence à lire un thème, bon, il y a certaines choses, c'est multisémantique. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes. Un exemple que j'adore et que je donne tout le temps et que je pense me marquera tout le temps, j'avais fait le thème, c'était un couple. Donc il y avait le thème de la femme que j'avais fait avec la femme, il m'avait commandé aussi le thème du mari, et après ce qu'on appelle une synastrie, c'est le thème du couple, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on doit travailler, etc. Bon. Et donc, je suis avec le monsieur, et là, je fais son thème. Donc, je travaille avant, en fait, j'ai plusieurs heures de réflexion sur le thème, je vais voir plein de choses, plein de notions, puis après, je fais un résumé à la personne. En gros, on se voit en visio, elle peut me poser des questions, j'y réponds, etc. Et là, je vois un aspect particulier dans son thème, sur une année particulière, parce que je sais pas, j'avais été regarder un peu les années passées, on peut regarder un peu s'il y a eu des moments particuliers où effectivement dire ah bah tiens l'année prochaine il va quand même se passer un truc important dans telle sphère. Et là je vois une position, je me rappelle c'était avec le Soleil et Vénus, je crois que c'était en progression, et c'était au niveau de la maison 10 qui est la maison de la vocation, mais aussi du travail et de comment je me montre au monde. Enfin, c'est l'ascendant qui est plus la personnalité qu'on montre au monde, mais comment je sors dans le monde. Comment, depuis la maison 4, qui est la famille, le foyer, je vais vers le monde. Donc, c'est la vocation, le travail, etc. Ouais. Et je vois ces deux planètes jointes en telle année, je ne sais plus quand. Et là, je me dis, mince, parce que cette chose-là, ça peut indiquer une relation, un nouvel amour dans le milieu du travail. Par exemple, ça peut se traduire comme ça. Et là, moi, tout de suite, donc là, pour le coup, très premier degré, mince, j'espère qu'il n'a pas eu une liaison ou je ne sais trop quoi. Je viens de faire le truc de sa femme et tout, c'est un peu délicat. Mais bon, quand même, hein.
Donc je commence à lui demander s'il n'y a pas eu un événement important. Je tourne autour du pot. Je ne lui dis pas évidemment directement « Et dis donc, vous n'auriez pas une maîtresse ?» Parce que c'est un peu délicat. Un petit peu embêtant, Donc je tourne un peu autour parce que ça peut avoir d'autres significations, mais je sens que c'était un moment phare pour lui, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important. Et donc il me raconte une anecdote, je lui dis le mois d'août, je ne sais pas pourquoi, bon je voyais un peu que c'était plus, ça tournicotait autour du mois d'août. Il me donne un événement, bon, ça aurait pu, mais ça n'avait pas l'air non plus le truc le plus flagrant du monde. Je dis bon, bah ok. Des fois, hein, on peut dire juste ok. Et on continue la consultation. Et 10 minutes après, il me dit mais en fait, bah, telle année, c'était pas en août, c'était en septembre, mon fils est né. Et je me suis sentie pour la première fois à ma place dans ce monde. Et c'était l'amour qui arrivait. Le soleil, ça représente aussi le papa. Et donc cette façon de je prends ma place dans le monde de la maison 10. Cette sensation de j'ai ma vocation, je suis papa. Donc c'était magnifique. Mais c'était pas du tout ce que moi, premier degré, j'avais interprété. Pour ça, il fallait que j'ai la parole de l'autre. Comment ça s'est manifesté, cette chose-là qui pourrait se manifester comme ça? Eh bien autrement. C'est autre chose que c'est venu raconter. Donc c'est ça qui est intéressant. Comment ça peut se manifester, chaque chose, pour chacun. Comment ça vient bouger. Et donc comment, effectivement, quand on voit quelque chose, on peut pas... C'est très indélicat de dire « Ah ben alors c'est qu'il va se passer ça. » Après, il y a des moments, des intuitions, des choses où on se dit « Bah tiens, t'as pas pensé à déménager ?» Et la personne, elle te dit « Bah si, justement, ça fait 2 mois que je suis en train d'y réfléchir. » Et on peut dire « Bah dans l'année, là, il risque peut-être d'y avoir un déménagement. » Mais c'est dans les cartons, j'ai envie de dire. Après, le passage à l'action, voilà, il peut se passer un tas d'autres choses qui font que finalement ce passage à l'action n'arrive pas. Ou comme quand on demande est-ce qu'il va y avoir une rencontre amoureuse, c'est vrai que ça revient souvent. Parfois il y a des aspects, oui, effectivement, où tu te dis ah tiens, ou comme j'ai vu cette histoire de soleil, et en fait ça va se traduire autrement. Ça peut être une rencontre avec soi en fait, s'aimer de nouveau soi, et ça aussi ça peut être très important et très... Donc ça aussi, très fondateur. C'est écrit dans les astres, l'amour de soi. En l'occurrence, je plaisante, plus ou moins. En tout cas, la capacité à entrer en connexion avec sa joie, avec son plaisir, oui, d'une certaine façon. Là où est Vénus, comment aller en contact avec les autres planètes. Et encore une fois, même s'il y a des aspects qui nous amènent à dire peut-être que ça ne connecte pas trop à l'amour, les autres planètes vont venir tout au long de notre vie activer pour nous aider à soigner cet espace-là, ou à dépasser cet espace-là et en prendre le meilleur. Enfin voilà, c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est quelque chose qui est en mouvement. Bien, écoute, super. Alors oui, par rapport à ce que je disais, donc là on est sur la thérapie d'obsidienne que je connais du coup pour l'avoir vécu. C'est aussi finalement, tes 2 pratiques sont complémentaires. Ces 4 archétypes, en fait c'est parce que je lis un roman, alors là je vais tout déballer, je lis un roman sur les sorcières, sur une sorcière, voilà, une cartomancienne sorcière, et je fais partie on fait partie de cette génération des nouvelles sorcières, on va dire, sachant qu'on est bien loin, je pense, de leur connaissance, en tout cas celles qui étaient formées notamment chez les druides et tout ça, les chamans, parce qu'elles avaient une connaissance très très complète, notamment d'astrologie, d'herboristerie, de plein de choses que moi je n'ai pas. Bref. Et ça me parlait beaucoup parce que je me disais, la sorcière finalement c'est celle qui incarne et qui a transmuté en elle les 4 archétypes. C'est-à-dire c'est celle qui est complète entière, qui s'assume en tant que femme sorcière avec tous ses potentiels. Et voilà, et donc la thérapie, comment... ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire parce qu'on en parlait avant qu'on filme là l'interview, on parlait de la petite fille qui est très présente chez les femmes, et finalement depuis des siècles la femme est reléguée au rang de petite fille, voire moins que petite fille, esclave, mais on est quand même dans ce patriarcat là, vraiment des petites filles, et c'est très très présent chez toutes celles, enfin en tout cas moi les compagnes de la
quand j'étais avec toi en thérapie, Oui. c'était ça. Et puis tu dis que c'est encore ça. Encore, c'est très présent. Et que moi, mes C'est la clientes, petite. c'est beaucoup la petite fille aussi qui est présente. Voir l'esclave, encore beaucoup, même chez les jeunes. C'est ça qui m'affole. Oui. Et donc là, je me dis, voilà, comment, avec ces outils d'astrologie, justement, avec tout ça, et cette thérapie, tu vois, faire qu'on arrive à cette... Moi, j'appelle ça sorcière, parce qu'on est toutes des sorcières en puissance, mais je pense que c'est valable pour les hommes aussi, mais bref, pour les femmes, voilà, comment cette thérapie va nous permettre, voilà, explique-nous un petit peu plus. Oui, la thérapie d'obsidienne, c'est effectivement, on vient faire un travail archétypal, qui là va être, parce que l'astrologie, souvent, bon, il y a moi j'ai une amie qui est astrothérapeute, donc qui travaille avec l'astrologie aussi sous un format thérapeutique, Jessica Morin, qui est vraiment super, qui a vraiment connecté ça parce qu'elle est thérapeute à la base. Mais c'est vrai que souvent on va avoir un astrologue, donc on va avoir ses potentialités, ces choses-là qui vont être dites, une lecture, puis après, en fait, il faut aller voir quelqu'un d'autre pour faire le travail s'il y a besoin de faire un travail. Mais il y a déjà une première notion qui est toujours assez rassurante et libératrice quand on va voir un astrologue. En tout cas, c'est ce que j'entends de tout le monde, en fait. Je crois que je peux pas dire. C'est comme si je disais à la personne, je te vois, comme dans le film Avatar. Et rien que ça, c'est de se sentir compris. On se sent compris, on se sent accueilli dans sa singularité. Surtout qu'en fait, parfois c'est des personnes, enfin il y a des amis qui viennent me voir, donc j'ai un peu de background sur eux, donc effectivement la consultation va pas prendre le même tournant. Mais j'ai des gens aussi que je ne connais pas du tout et qui sont d'autant plus interpellés parce qu'ils ont l'impression que je lis en eux comme un livre ouvert. Et qu'on met la lumière aussi sur des choses que des fois ils savaient mais ils n'avaient pas conscience. Exactement, ça ramène une couche de conscience. Et quand on va faire de la thérapie d'obsidienne, et bien là, en plus, on rajoute encore de la conscience. On vient rajouter de la conscience sur des zones qui sont inconscientes. Parce qu'en fait, vraiment, tout le travail archétypal, c'est tous ces personnages qui vivent en nous, sans qu'on sache vraiment qu'ils vivent en nous, et sur lesquels il faut mettre le doigt et dont on doit se faire des alliés. Et ça ne peut se faire vraiment tout un travail sur l'inconscient, que ce soit en thérapie d'obsidienne ou n'importe quelle autre technique, qu'avec quelqu'un. Soi-même, on voit pas. C'est le principe du truc. C'est le principe. Ou parfois, on va avoir, mais parce que on va être confronté à quelque chose en face de nous. Une situation, une personne qui va nous mettre un peu dans nos retranchements. Et là, peut-être, on va se rendre compte d'un comportement. Mais très souvent, non. C'est vraiment... Ah oui, d'expérience, enfin, notamment dans la relation amoureuse où on peut être esclave et petite fille et on ne s'en rend pas compte, en fait. On est dedans, on a le nez dedans. Puis on n'a pas la connaissance non plus, parce que ça mérite un arrière-plan de connaissance pour pouvoir le voir. Et non, mais c'est ça, on a le nez dedans. Et ça, pour ça, il faut faire ce travail-là. Donc, avec l'obsidienne, on utilise des géométries en obsidienne noire, qui déjà en soi, c'est une pierre extrêmement puissante, qui vient nous aider. Elle vient nous ouvrir les portes de cet inconscient, plus ou moins rapidement, parce qu'on a nos résistances aussi. On a un petit inconscient, il n'a pas très envie de sortir, d'aller voir un peu cette zone un peu plus boueuse de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les ombres, shadow work, etc. Et pourtant, très sincèrement, il faut y aller pour pouvoir faire ressortir la lumière de nous. Pour pouvoir incarner notre véritable nature. Exactement. En fait. Parce que tout ça, c'est, comme tu le disais, en lien au système dans lequel on vit, qui est un système patriarcal. Je suis désolée, je vais ouvrir à mon chat. Voilà, deuxième partie. Donc, on est dans un système patriarcal, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et ce n'est pas une question d'être féministe, de ne pas être féministe. Enfin, ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. On le subit. C'est un système de croyance qui est assez volontairement mauvais pour la femme. Vraiment. C'est quelque chose qui est là depuis des siècles et des siècles, d'où la chasse aux sorcières, parce qu'effectivement, ces femmes-là, elles avaient quoi ? Elles avaient la connaissance, la liberté, l'indépendance et la puissance. Et ça fait très peur. On est dans un système où les gens indépendants, qui pensent librement, qui font ce qu'ils veulent, et c'est pas d'être anarchique et de faire du mal, c'est juste de faire ses propres choix. Et bien ça fait très peur parce que c'est plus facile d'avoir des moutons. C'est ça.
Et pour ça, voilà, la femme, elle est dangereuse, elle est considérée comme dangereuse. On a quand même quelque chose de plus que l'homme, c'est qu'on donne la vie. Et ça, c'est énorme. Évidemment, il nous faut aussi l'homme, hein. C'est pas une question d'exclure. Oui. Mais nous, on a cette capacité de porter la vie. Donc, on a à l'intérieur de nous des organes qui sont d'une puissance incroyable. Et au début, je pense qu'ils n'étaient même pas conscients que l'homme avait une action là-dedans. C'est pour ça qu'il y a tous les mythes de la grande déesse, etc., qui ont été retrouvés et qu'on honorait la grande déesse, comme on honorait la terre-mère, qui donne des fruits, qui donne de quoi se nourrir. Donc, c'était tout cet espace-là, c'était OK, c'était bien vu et bien... Et après... Ben voilà, il y a eu des invasions de guerriers et petit à petit, c'est la soumission, la violence, la peur qui ont pris le pas. Et cette chose-là, ça fait des années que c'est matraqué universellement et que nous, on a engrammé ça dans notre inconscient. On a la chance de vivre en France. Oui, excuse-moi, tu veux dire... Dans nos cellules aussi. Dans nos cellules, voilà, oui. C'est vraiment... Inconscient, mais nos cellules, évidemment. Hein, c'est à tous les niveaux de notre être. On a de la chance, nous, de vivre en Europe, c'est vrai. Mais il y a encore des histoires pas très claires. Il y a encore des femmes qui se font tuer. Il y a encore des femmes qui subissent des violences constamment. Certes, les hommes peuvent être touchés, mais vraiment, faut regarder juste les sondages, les pourcentages. C'est quand même les femmes qui subissent les plus faibles. Avant, on considérait que les enfants, c'était comme des animaux et la femme, c'était pas loin. On a le chéquier que depuis les années 60, où la femme a le droit de disposer de son argent. 1960. Enfin, c'est extrêmement récent. C'est très récent tout ça. Et en France, on est le dernier pays d'Europe à avoir adopté le droit de vote pour les femmes. Enfin, tout ça, je pense que c'est important de vraiment en prendre conscience et que tout ça, ça nous imprègne. Et que donc, on nous éduque. Effectivement, quand on est petit, déjà, souvent, c'est plus valorisé d'avoir un petit garçon qu'une petite fille. Et ça, on le voit de façon encore plus violente dans certains pays où ils vont tuer les petites filles, où ils vont les abandonner parce que ce qu'ils veulent, c'est un garçon. Ou la petite fille, ça devient la boniche. Ça devient l'esclave. L'enfant, homme, est roi, il a le droit de tout faire tout ce qu'il veut. Et la fille, elle n'a pas du tout le même traitement. Alors, bien sûr, hein, là, je fais des grosses généralités, oui. Mais je pense quand même qu'il y a plus ce mouvement-là mondialement que le mouvement où on vient honorer l'enfant, la femme, la petite fille, ne serait-ce que quand une fille a ses règles. C'est très intéressant d'aller demander à toutes les femmes comment ça s'est passé pour vous. Il y en a peu où on a dit « mais c'est magnifique ma petite, tu es une femme, rends-toi compte du bonheur que c'est, de la chance que tu as ». Non, ah c'est sale, ah, il y a même des trucs où on fout une claque à la fille. Enfin, je sais plus, j'ai déjà entendu des femmes. Ah, t'as tes règles, bim, une claque. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, mais voilà. Donc on a encore des discours qui vont dans ce sens-là, alors que c'est notre nature, ou des choses où on considère que la femme est impure quand elle a ses règles, alors qu'au contraire, c'est un grand moment de sagesse. Et c'est un moment de nettoyage pour le corps de la femme. Exactement. En plus. Et c'est un moment où aussi on peut avoir il y a d'autres cultures où les femmes se regroupent vraiment dans un lieu calme. Donc il y a Salsa qui est avec nous, oui. Voilà, petite cocotte, qui se retrouvent pendant leur moment on appelle ça des lunes, ou voilà, et elles ont des visions. C'est le moment où on peut avoir des visions, beaucoup d'intuition, où on a beaucoup d'intuition, beaucoup d'espace d'introspection. Et tout ça, qu'on l'ait vécu ou pas, le coup de la claque, le coup des petits garçons qui sont préférés ou pas. Qu'on soit dans un milieu même très évolué, très spirituel, très éduqué, très instruit, très égalitaire, très tout, ça nous imprègne. Ça nous imprègne parce qu'on est tous reliés. Il y a aussi cette notion-là, hein, quand on vient travailler l'inconscient, à cet espace-là, c'est de l'inconscient collectif. Mais ça imprègne nos faits et gestes, ça imprègne nos choix. Non, on ne fait pas des choix hyper conscients quand on prend un compagnon ou une compagne. Il faut en être conscient. Parce qu'il y a tout le lien aussi de ce qu'on a vécu avec nos parents. On sait très bien qu'on fait des reproductions. Et il y a aussi ces grands champs plus
universelles qui sont dans le monde, qui viennent aussi nous imprégner. Donc, avec la thérapie d'obsidienne, on va aller travailler ces schémas-là. On va aller travailler, alors, 4 archétypes qui sont extrêmement forts, qui peuvent même paraître heurtants quand je vais dire les mots. Il y a l'esclave, la petite fille, la pute et la mère sinistre. Et ces archétypes-là, ils vivent en nous. Et avec la thérapie d'obsidienne, grâce aux obsidiennes et après un travail vraiment thérapeutique où on se retrouve, il y a des actes psychomagiques parce que l'important c'est de mettre dans la matière et ça amène de la compréhension. On peut faire des visualisations, des méditations, tout ça, ça fait partie aussi du processus et c'est important, du journaling, etc. Mais il y a aussi vraiment des actes comme au théâtre. Le théâtre, on le sait, ça amène de la catharsis. Pourquoi il y a des grands drames? Qu'est-ce qu'on préfère en film ou en théâtre? C'est pas les histoires où les gens, tout va bien dès le début et ils ont une vie merveilleuse et ils vivent dans le monde des bisounours. Non, c'est pas ça qu'on a envie d'aller voir. C'est une problématique et la personne, le héros ou la héroïne, il y a toujours un héros, une héroïne, en fait c'est construit assez souvent de la même façon, le dépasse et va plus loin. Et c'est ça qui nous fait, nous, à l'intérieur aussi, nous transformer ou vivre l'émotion de la personne en face. Et il y a ce côté cathartique qui est hyper important. Donc, dans la thérapie d'obsidienne, on a aussi quelques actes. Alors, évidemment, on n'est pas sur des grands films hollywoodiens, mais qui vont nous permettre de connecter à cet espace-là bien plus profond de nous-mêmes, auquel parfois on n'a pas accès, pour aller libérer les mémoires, les émotions associées, surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a vraiment des choses, il y a notre mental qui dit « Oh non, c'est bon, c'est réglé. » Ou même j'ai eu une cliente hier « Oh non, ça va, elle arrive en séance. On parle d'un truc. L'émotion arrive. Ok, je dis tiens, tout de suite on fait une technique, c'est la technique avec Urantia. On part là. Et là je lui dis bon ben on va se mettre face à ta mère, parce qu'il y avait une problématique avec sa mère. Elle venait de m'exprimer quelque chose. Et là, poum, plus rien. Non, c'est bon, parce que j'ai compris pourquoi ma mère... Non. Là, c'est résistance mentale. Et on ne peut plus faire l'exercice. C'est impressionnant, et hop, c'est mental. Ah oui, non, mais Bon, non, je ne peux pas la saquer, ma mère. Je ne peux plus la saquer, je ne peux pas la voir en peinture. Je viens de pleurer avant parce que quand j'étais petite, il se passait telle chose. Et là, maintenant, c'est bon, en fait. Et je dis que, non, j'avais déjà bien compris, donc je n'étais même pas triste quand j'étais petite. Non. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du processus. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est tellement fort émotionnellement parce que le traumatisme est tellement grand que c'est pas peut-être encore le moment pour y retourner. Mais qu'à un moment ou un autre, si elle veut ne plus avoir de douleur parce qu'elle a des douleurs, des maladies, des choses, si elle ne veut plus rejouer des relations toxiques, que ce soit en couple ou parfois en amitié, même dans les relations, il va falloir vraiment qu'elle aille le voir et la traverser cette émotion et accueillir sa tristesse, accueillir sa colère pour la vider vraiment et pour que cette chose-là où on peut très bien comprendre, nos parents n'ont pas été parfaits et aucun parent ne l'est, chacun fait de son mieux. Je parle quand même de parentalité où il y a quand même de l'amour, pas des choses, pas des choses extrêmes, pathologiques, toxiques, où il y a certains enfants qui vivent quand même des atrocités. Je parle, mais des familles lambda. Voilà, une famille lambda où rien n'est parfait, mais que la personne a quand même réussi à se construire à peu près correctement. Mais il y a des zones qui sont tellement dures que on va pas y aller tout de suite. Et c'est ok. Mais en tout cas, on sait que là, il faut y aller. En vrai. Et c'est tout ce travail de décortiquage. Et qui va rejoindre, qui va permettre, quand on a bien travaillé tous ces archétypes dont je vous ai parlé, l'esclave, la petite fille, la pute, la mère sinistre, finalement, l'alliance des 4, ça pourrait être ce que tu dis de la sorcière. C'est cet espace où on est assez solide intérieurement. C'est pas que tous les jours, pareil, on va pas vivre tous les jours dans le monde du bisounours et tous les jours il va pas nous arriver des trucs extraordinaires. Non, on aura nos factures à payer, on va peut-être avoir encore des conflits, des deuils, des choses à faire, mais on va avoir un espace à l'intérieur tellement construit, tellement conscient qu'on va plus le vivre du tout comme on le vivait avant. On va plus être dans des nuits noires de l'âme où on a l'impression que c'est horrible et que plus rien ne va pouvoir se passer. Non, on va les affronter et ça va être ok. On va accueillir les émotions qu'on a à accueillir et on va plus les réprimer et on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Et en général, les choses sont apaisées et
arrive à nous, voilà, ce qui doit arriver pour que notre âme puisse s'exprimer de la meilleure façon. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vois aussi les fils qui sont tirés. C'est un travail, même si je propose des accompagnements, une petite formule voilà, qui va passer à 4 mois parce que j'avais fait 3 mois, mais c'est vraiment trop court. 4 mois, c'est on ouvre un peu les portes, on commence, et puis après un autre de 9 mois qui déjà vient un peu plus brasser. Malgré tout, ça peut revenir et malgré tout. Mais après, on a des pistes, on déblaye quand même le gros. Alors, tu avais commencé à parler des géométries. Oui. Donc, il y en a 3. C'est une pierre très puissante. Qu'est-ce qu'elle apporte, elle, dans la thérapie? Alors, il y en a beaucoup, hein, des géométries. Voilà, celle qui a conçu ça, elle a créé beaucoup plus de géométries. Mais celle qu'on utilise vraiment dans le processus long de 9 mois, dans celui de 4 mois, c'est un peu différent. J'en ai utilisé qu'une là, mais je vais en faire 2. Je vais en mettre 2. Je vais en rajouter une. On a une pierre qui vient dans le nombril, qui va venir nettoyer tout le lien à notre propre mère, tout le lien à notre propre soi, et comment on se nourrit de l'extérieur, enfin voilà, comment je crée du lien. Et excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas le lien aussi à la source, hein, pour parler aux initiés? Oui, parce ça que peut. Moi, c'est ce que je perçois dans les massages du ventre. Au niveau Bien du sûr. nombril, c'est le lien à la mère, beaucoup, le lien, non pas vraiment aux enfants, mais vraiment cette connexion. Ouais, à ce qu'on pourrait appeler, voilà, la et source, à la terre, la matrice, et à tout ça, voilà, tout ce qui vient vraiment dans l'essentiel, hein. On sait que c'est l'approche du hara, c'est ce centre du corps qui est extrêmement important et qui vient du coup être protégé, solidifié aussi, et ça commence à ouvrir le champ de l'inconscient, parce que dès qu'on commence à avoir de l'obsidienne, là c'est des géométries très particulières que je commande au Mexique, qui ont une taille particulière, elles ont un sceau aussi pour les relier entre elles pour le travail. Donc c'est pas une pierre que vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique de minéraux. Par contre, globalement, l'obsidienne a vraiment ces facilités-là, ces facultés-là. C'est pour ça aussi que c'est une pierre qu'on recommande pas à tout le monde, parce que si vous êtes très sensible, ça peut vous ouvrir quand même les portes de l'inconscient, mais un peu dans tous les sens. Donc pour certaines personnes, ça peut être très pénible, très inconfortable. Pour d'autres, c'est ok, et c'est aussi une pierre de protection. Donc voilà, juste checker si c'est ok, en sachant qu'on peut s'y habituer. Parce que toi, Valérie, c'était un peu dur au début. Ouais, la petite du nombril reste encore un peu compliqué pour moi. Je pourrais pas expliquer ce que ça me faisait, mais ça me mettait dans un état un peu de lévitation, là, je sais pas. Et ouais, c'était voilà. Mais en fait, j'ai eu la sensation que tu as fini par un peu apprivoiser. Vous vous êtes apprivoisé énergétiquement. Voilà. Et que même si celle-ci, elle continue à te remuer, après, avec les autres pierres, il y a quand même eu... Oui. Voilà. Alors après, il y a la deuxième. La deuxième, c'est une pierre de forme ronde, un disque. Un disque qu'on utilise aussi avec un quartz blanc. Et là, on va venir travailler. Cette pierre-là, elle est vraiment chouette. Elle vient débloquer les chakras. Voilà, on vient faire un travail vraiment. Ça nettoie. De nettoyage, Ça vient aspirer, débloquer quand on a un chakra de... Voilà. Parce que vraiment, elle a cette particularité, l'obsidienne, d'aspirer, de venir aussi aspirer. Et de venir désenflammer. Elle a des propriétés chimiques qui viennent désenflammer. Hein. Moi, j'ai une personne qui était venue une fois, j'étais à un salon, et elle me dit ah bah dis donc, j'adore l'obsidienne noire. Un jour, je me suis à moitié foulé la cheville. La nuit, j'avais une obsidienne noire, je l'ai mis autour de ma cheville, j'ai fait un bandage. Le lendemain, ça avait dégonflé. Et c'est vrai qu'il y a cette capacité-là. Après, donc avec cette pierre-là, on va pouvoir aussi l'utiliser sur le corps. Il y a des utilisations plus domestiques. Pour un mal de tête, pour une enflure, pour un truc, on va avoir, mais toujours avec le quartz blanc. Parce que vraiment, Anna Sylvia, elle a fait ce travail-là pour trouver les géométries, la forme des géométries. Elle est connectée aussi, mais elle a fait un travail in vivo. Elle a travaillé sur les chevaux avant. Au début, elle utilisait sans cristal et le cheval avait comme un peu des brûlures. Ça peut brûler. Il y a certaines personnes qui ressentent en tout cas cette chaleur extrêmement forte. J'ai un ami la dernière fois, il a pris une obsidienne et c'était vraiment très fort pour lui, quoi. Il me dit je sens comme si j'étais brûlée, je sens une sensation forte de brûlure. Il est très sensible. Mais
avec le quartz, elle s'est rendue compte que ça permettait de décharger le surplus et qu'on utilisait la pierre. Et donc, du coup, après, elle a commencé à ajouter le quartz. Mais elle l'utilisait pour soigner des chevaux. Et la dernière obsidienne qu'on utilise dans un troisième temps, c'est Osiris. Elle s'appelle Osiris. Elles ont tout un nom. La première, c'est Omi, Ixli et Osiris. Il y a des thématiques en lien symbolique avec l'Égypte et les dieux égyptiens. Et c'est un œuf d'obsidienne ou un œuf de yoni qu'on va insérer dans le vagin pour aller nettoyer toutes les mémoires qui sont liées au vagin, à l'utérus, au féminin. Et ça aussi, c'est très intéressant et très puissant pour les femmes. Ça peut, voilà, vous ramener... Enfin voilà, moi j'ai des femmes, là, cette année, il y en a une, elle avait eu un accouchement extrêmement difficile, avec des complications. Donc ses règles, elle ne retrouvait pas ses règles du tout comme avant. Des douleurs, des règles qui durent 7 jours. Enfin, c'était très compliqué. Et depuis qu'elle utilise l'œuf, elle a retrouvé son cycle d'avant son accouchement. 3 jours, beaucoup moins de douleurs. Donc il y a un effet aussi sur le physique. Ça va venir nettoyer toutes les mémoires. Elle a fait un gros travail sur les lignées là. C'est venu réveiller des choses extrêmement fortes, mais de gros nettoyages. Même une fois, elle a quand même dû enlever l'œuf parce qu'elle avait comme des contractions. Hein. Ah oui. C'est venu vraiment faire un travail très fort dans son physique. Mais du coup, maintenant, ça y est, hein, c'est passé. Et au contraire, elle est ravie de tout ce que ça a pu lui apporter, des résultats pour elle. D'autres femmes que j'ai eues l'année dernière, ça a même soigné. Voilà, on avait une des femmes que j'accompagnais qui avait un lichen plan. Elle voulait vraiment faire ce travail-là pour cette raison-là. Il faut savoir que c'est une femme qui est déjà énergéticienne aussi, hein, qui a cherché plein de choses, qui a vraiment fait tout un travail de nettoyage pour ça, mais elle sentait qu'il fallait qu'elle trouve la cause, en fait, de cette maladie-là. Et on a fait un gros travail de nettoyage sur les archétypes. Elle est vraiment bien rentrée dans le processus et elle avait quand même des rendez-vous médicaux, etc. Et 6 mois après, elle a eu un rendez-vous médical et elle n'avait plus ce lichen plan. Donc c'est qu'on a vraiment fait un travail et qu'on a réussi à trouver la racine de cette maladie-là. Donc je ne dis pas que ça marche à tous les coups et tout ça, hein, je ne peux pas affirmer ça. Évidemment qu'il faut aussi aller voir les médecins et qu'il faut suivre les recommandations. Mais ça peut être intéressant quand on sent qu'il y a une maladie qui est liée à notre féminin notamment, d'aller voir, de se dire d'où ça vient. Parce qu'il y a vraiment des maladies qui sont reliées aux archétypes. Parce que les archétypes sont reliés à nos chakras et que forcément ces chakras ils vont venir... si l'archétype il est là, il est présent, il est dysfonctionnel, ça vient faire dysfonctionner les organes qui sont autour. Donc voilà, ça fait tout ce travail-là. Passionnant aussi. Oui, c'est vraiment... Moi, je suis toujours tellement émerveillée du travail. C'est un peu comme si il y a toujours ce truc où je n'arrive pas à y croire de ce que ça provoque. C'est marrant. Alors que moi aussi, hein, j'ai traversé, hein, évidemment, tout ce que je propose, je l'ai travaillé moi-même. Je ne vais pas vous proposer des choses que je n'ai pas faites sorties d'un chapeau de perlimpinpin. C'est vraiment, moi aussi, j'ai traversé le processus, j'y suis retournée dans les archétypes, j'y réfléchis régulièrement. C'est pas dit que je refasse une couche moi-même de travail archétypal à un moment si j'en ressens le besoin, pour aller plus loin, pour encore aller détacher des couches plus subtiles, plus profondes. Hein. C'est vraiment... je crois vraiment à ce travail-là. Mais à chaque fois qu'il y a des retours, des témoignages. C'est magique. Ben oui. Et là, je vous parle de choses un peu costauds, où on se dit, waouh, ça semble être un peu miraculeux. Il peut y avoir des choses extrêmement subtiles. Ne serait-ce que de se dire, tiens, j'ai dit non. Parce que ça peut être tellement dur pour les personnes de dire non. Et de se dire, par amour pour moi, je me choisis. Je me choisis. Ça, c'est un vrai travail. C'est une vraie difficulté, et notamment pour les femmes, parce qu'on nous éduque à servir l'autre. C'est ça. Donc voilà, je pourrais en parler des heures, mais peut-être que... Bon. On va pas terminer tout de suite. Tu vas simplement nous donner tes actualités, tes activités là. Avec grand plaisir. C'est très riche et foisonnant. Oui, voilà. Je ne manque pas d'idées. Alors là, j'ai mes accompagnements évidemment avec l'obsidienne, à l'intérieur desquels je rajoute de l'astrologie, toujours. Donc ça, c'est des accompagnements. Comme vous pouvez l'entendre, c'est pas quelque chose qu'on peut faire 3-4 séances et c'est bon, c'est réglé. Non, en fait, on fait un travail de profondeur. Donc j'ai décidé de proposer un accompagnement qui va durer
4 mois où on vient commencer à ouvrir les portes, sentir si c'est OK pour nous l'obsidienne, commencer à avoir vraiment des prises de conscience. Il peut se passer des choses, hein, certaines des choses dont je vous ai parlé, c'est aussi dans le groupe que j'ai là, que j'ai depuis 1 mois et demi, hein, donc c'est, non 2 mois peut-être bientôt. Donc ça peut venir vite, comme ça peut prendre plus de temps. Donc ça, c'est un accompagnement que je vais reproposer à partir de mai. J'aime bien faire des choses où à la fois il y a de l'individuel et à la fois on est dans un groupe, on se soutient, on partage. Donc bon, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous explique bien tout ce que ça comprend. Ça comprend pas mal de choses, hein. C'est un accompagnement où je suis là aussi sur le WhatsApp, en plus des séances individuelles. Vous pouvez me poser des questions. Je fais aussi de l'analyse de rêves parce que dans les rêves, on a beaucoup de symboles et beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Et cet accompagnement-là, il est aussi plus grand, plus large avec d'autres choses sur 9 mois et je le reprendrai en octobre. Donc pareil, n'hésitez pas ou à me suivre sur les réseaux, vous aurez plus d'informations. Dans la description, je mettrai tous les liens. Ouais, merci. Tu vas m'envoyer ça. Ouais. Et puis là, actuellement, en co-création avec une amie chamane et coach, on crée un accompagnement d'1 an sur les nouvelles lunes à partir de mars. Ça s'appelle les messagères de la lune. Pareil, un très beau programme qui peut être suivi autant en parallèle d'un accompagnement parce qu'on ne va pas non plus aller dans des... L'idée, c'est pas d'aller dans les profondeurs comme l'accompagnement d'Obsidienne, hein. Mais c'est un travail qui va nous permettre de nous connecter aux énergies des nouvelles lunes sur une année, donc tout le zodiaque, pour expérimenter aussi l'énergie de chaque signe du zodiaque, pour nous connecter à nos cycles, à plus grand que nous, pour comprendre comment ça fonctionne, pour nous interroger aussi sur notre féminin. Ça nous donne quand même des pistes. Quels sont les endroits qui sont les plus blessés? Quels sont les endroits que je peux maximiser peut-être, voilà, et surtout comment je peux être dans mon rythme, me connecter à mon propre rythme interne, à mon âme, à ce qu'elle veut, continuer à aimer ma sensibilité, à développer aussi mon côté intuition, parce que plus on se connecte à soi, plus l'intuition s'affine et plus on se fait confiance. Donc tout ça, c'est un programme qui a lieu maintenant, enfin qui va bientôt avoir lieu en mars. Et pour les personnes qui aimeraient nous découvrir, je donnerai aussi le lien à Valérie. On offre une retraite en ligne de 3 jours, les 7, 8 et 9 mars, pour aller justement commencer à mettre des graines dans ce sens-là. Il y aura 2 ateliers sur 2 jours avec le dernier jour un cercle pour expérimenter le cercle pour les femmes qui n'ont pas expérimenté les cercles, parce que ça aussi c'est encore ça pourrait être une thématique complète. Mais voilà, je donnerai le lien à Valérie pour que vous puissiez en savoir plus. Et merci beaucoup Valérie de m'avoir invitée. Merci à toi Estelle, c'était passionnant. Oh, c'est gentil. Bon voilà, moi je pars, tu sais, il m'en faut peu pour partir sur des grandes envolées lyriques. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas alors à liker si ça vous a plu, à commenter. Non, commenter c'est pas possible, mais partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt. À bientôt.